ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Le Québec est l'un des grands pôles de jeux vidéo à l'échelle mondiale. À l'occasion de la célébration des Jeux du Québec 2026, où plus de 300 jeux de 200 studios du Québec sont en vente sur Steam, on en profite pour regarder l'état de l'offre et aborder la question. Qu'est-ce que c'est un jeu vidéo québécois? Un épisode panorama des grands succès du passé aux nouveautés prometteuses et aux enjeux qui touchent cette pratique entre art, industrie, divertissement et culture. À cette occasion, c'est votre édition locale de la Grande Ludothèque. Bonjour et bienvenue à la Grande Ludothèque. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une édition tout à fait particulière. En effet, depuis quelques jours, il y a en ce moment sur Steam le portail de distribution de jeux vidéo sur PC, la grande célébration annuelle des jeux vidéo du Québec. On va donc explorer ensemble l'offre actuelle qui est proposée en ce moment et en même temps, on va en profiter pour faire une rétrospective sur l'industrie du jeu vidéo dans la province, son histoire, aussi les grands classiques qui ont émané des studios d'ici. C'est donc une émission qui se propose d'être un panorama. Je ne vous cacherai pas que je trouve ça difficile de faire un panorama généraliste parce que je suis présentement engagé sur un projet de recherche avec mes collègues Bernard Perron et Carl Terrien. Nous sommes en train de développer la première histoire socio-culturelle du jeu vidéo au Québec. Et donc, le travail est énorme. J'ai moi-même déjà publié dans le passé un chapitre de livre avec mon collègue Louis Martinguay sur l'histoire canadienne du jeu vidéo et en même temps un article de revue pour une revue spéciale sur le jeu vidéo au Québec. J'ai coécrit cet article sur un portrait en 3 temps de l'industrie du jeu vidéo au Québec. Donc, il y a un grand bassin de connaissances. Il y a déjà beaucoup d'autres personnes très pertinentes, tout aussi compétentes, sinon plus que moi, qui ont aussi produit beaucoup de documentation déjà, surtout au niveau du développement industriel du jeu vidéo. Donc, je vous demande un peu d'indulgence et idéalement, peut-être que ça va vous amener à vous intéresser à l'histoire de notre secteur, peut-être sous un angle nouveau. Même ceux et celles qui connaissent l'histoire vont, je pense, apprendre peut-être une chose ou deux à travers le portrait qu'on va en faire. Donc, comme professeur, c'est sûr qu'on est toujours en train de faire des histoires complètes, vérifiées et tout ça. On va dessiner, faire un portrait à grands traits. Donc, nécessairement, ça va impliquer faire des raccourcis. Prenez ça comme une invitation à creuser davantage la question et à vous intéresser davantage à ce patrimoine qui est le nôtre. En plus, on est en ce moment dans les Olympiques. Vous aurez compris qu'on ne parle pas des Jeux olympiques, on parle des jeux vidéo qui sont produits au Québec. C'est un peu notre mandat à la Grande Ludothèque. D'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner que la célébration des Jeux du Québec est organisée par Indie Asylum. Indie Asylum est un regroupement de studios qui fédère des énergies, des forces et fournit des services à un regroupement de studios de jeux vidéo indépendants. Et Indie Asylum, qui pilote la célébration des jeux, la vente, les rabais et tout ça sur Steam, organise aussi des activités. Alors, aujourd'hui, jeudi 19 février, il y aura à compter de 18h un showcase, une vitrine qui présentera des jeux mis en valeur. Donc, ça s'écrit Indie comme dans indépendant, I-N-D-I-E, Asylum, A-S-Y-L-U-M, c'est l'asile des indépendants. Ils sont en collaboration avec l'Auto-Québec. C'est donc sur la chaîne Twitch de l'Auto-Québec qu'on va avoir un autre événement, des Demo Nights, qui vont faire la démonstration de jeux à venir. Ça va être le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, 19, 20, 21 à 19h. Beaucoup d'opportunités donc de s'intéresser à la production locale. La grande célébration des Jeux du Québec 2026, qu'est-ce que c'est? Plus de 300 jeux qui proviennent de plus de 200 studios de la province. Il y en a plusieurs qui sont à rabais, parfois très substantiels. Il y a des jeux pour tous les goûts, tous les budgets, de toute taille, de tout genre. On va ensemble parcourir l'offre et je vais vous partager les coups de cœur, les jeux qui ont retenu mon attention, que je trouve intéressants aussi. Et j'espère pouvoir donner un petit aperçu de plusieurs de ces jeux-là, à tout le moins. Entrevue. Alors, nous sommes avec Kevin Chansey pour parler de la grande célébration des Jeux du Québec sur Steam. Bonjour Kevin. Salut Dominique. Alors, peux-tu te décrire un peu? Toi, tu es un des co-organisateurs ou en tout cas, tu joues un rôle dans cette vente-là?
Yes, c'est moi qui l'organise avec l'équipe à l'Indie Asylum. Dans le fond, mon rôle à l'Indie Asylum, c'est directeur marketing. Et puis, euh, et puis donc, tous ces types d'événements-là, que ce soit physique ou en ligne comme ça, là, ça passe par moi. Parfait. Donc, l'Indie Asylum, qui est un regroupement de studios qui donnent des services puis qui coordonnent l'organisation puis des services aux membres pour plusieurs des studios de jeux vidéo indépendants de Montréal, là, si je me trompe pas. Exactement. Parfait. Donc, première question, ça fait plusieurs années maintenant que cette célébration des Jeux du Québec existe. Comment ça a commencé au départ puis comment ça a évolué au fil des années? Ouais, je pense que c'était en 2020, 2020 maintenant que ça existe. C'est Jason de la Rocca, anciennement Gameplay Space, fondateur de Gameplay Space, qui était un coworking à Montréal, qui a commencé ça. Jason, un pedigree incroyable. Là, au fil des années, il a connu plein de personnes. Jason de la Rocca, ça a été le président, ou en tout cas premier exécutif, là, je sais pas trop, pour la International Game Developers Association. Exactement, exactement. Puis il a gagné un beau petit prix dans ce coin-là aussi. Puis c'est ça, tu sais, au fil des années, il a connu des gens, puis il a connu quelqu'un chez Steam. Fait que ça, c'est les bonnes personnes à connaître. Puis il a posé la question. Il s'est dit, tu sais, on est beaucoup de studios au Québec, on fait des beaux jeux. Je vois que sur votre plateforme, tu sais, vous faites des ventes de toutes sortes. Ça vous intéresserait-tu? On pourrait-tu faire de quoi de même? Puis Steam ont dit oui. Puis la première année, dans le fond, là, c'était en 2021. Et puis, je pense que c'était en 2022 que Jason 2022 ou 2023, là, que Jason nous a passé ça à l'Indie Asylum. Puis, ben, on a dit oui. On trouvait ça vraiment, vraiment cool comme événement puis comme initiative, là. Puis, est-ce qu'il y a plusieurs studios qui sont joints à l'initiative au début, ou est-ce que ça a pris une édition ou deux avant qu'il y ait plus de monde qui embarque? Ouais, ben tu sais, c'est toujours l'effet de popularité, là. La première année, t'es jamais sûr, puis ben t'as le faux mot après année 1 parce que t'as vu à quel point que ça marchait. Fait que tu sais, année 2, c'est sûr que ça a plus pogné. Puis ce qui est cool, c'est que à chaque année depuis, là, on a comme, tu sais, une cinquantaine de studios qui se rajoutent. On a des cinquantaines, presque des centaines de jeux qui se rajoutent aussi. Fait que ça fait 4 ans là, qu'à chaque année, on bat des records autant sur, tu sais, avec la vente puis la performance de la vente sur Steam qu'avec les studios qui participent à la vente. Ben, je dois dire que c'est massif. Moi, hier soir, j'ai passé en détail la liste au complet. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est foisonnant, l'offre. Qu'est-ce que ça représente comme travail d'organiser ça pour récolter les informations auprès des développeurs puis les éditeurs, négocier avec Steam et tout ça? Ouais, c'est quand même beaucoup de travail, je te dirais. On a à peu près, tu sais, on est en contact avec 200 quelques studios. Ça fait 300, presque 350 jeux là, qui sont inclus dans la vente. Puis, tu sais, moi, j'ai un formulaire que j'envoie. Je pose toutes mes questions pour bien les brancher sur la page. Parce que la page, bon, il y a des onglets pour toutes sortes là, de jeux. Il y a aussi toute la coordination avec la guilde pour ce qui est Demo Night, qui est le live stream associé à la vente aussi pour mettre en valeur une quinzaine de studios indépendants. Fait que, tu sais, avec les développeurs, je pense qu'ils comprennent que quand je demande l'information, tu sais, c'est préférable qu'ils me le donnent maintenant, juste pour que ça puisse être plus smooth. Mais sinon, avec Steam, pour de vrai, c'est vraiment, vraiment facile. Ils t'assignent un espèce un agent là, pour la vente. Ils donnent accès à un dashboard là, dans le back-end de Steam, puis tu peux configurer ta page comme tu veux. Puis dans le fond, eux, c'est juste de valider tous les jeux qui rentrent, qu'il n'y ait pas de niaiserie. Mais pour eux, c'est vraiment facile du côté de Steam. Là, tu vois qu'ils veulent t'aider pour rendre ça vraiment cool pour les joueurs, qui est vraiment leur focus primaire, là, c'est d'offrir de quoi de cool pour les joueurs. Ouais, ben ça semble être un des distributeurs de jeux qui est le plus branché sur la communauté puis qui fait le plus d'initiatives pour favoriser ça. Quel genre d'impact ça a sur les ventes, vraiment business là, pour les studios participants, mais aussi sur la visibilité du secteur ou même du Québec à l'international? C'est une formidable vitrine, la vente, la célébration des Jeux du Québec sur Steam pour le Québec. Shout-out au beau artwork d'ailleurs de la poutine qu'on voit qui nous accueille sur la page. Est-ce qu'on voit des articles à l'international qui en parlent? Est-ce que vous avez des chiffres de vente que vous pouvez colliger, peut-être sur des ventes à l'extérieur du Québec que des gens ne trouveraient pas ou découvriraient pas sinon?
Ouais, ben tu sais, ce qui est cool, c'est l'impact que ça a sur le secteur, c'est que Steam, maintenant, quand ils veulent aller voir des développeurs, ils passent chez nous. Ils passent à Montréal, ils passent à Québec parce qu'ils savent qu'il y a 300 quelques jeux, il y a 200 plus, tu sais, comme presque 350 studios aussi. Mais dans le fond, eux, ils se disent, ben, tu sais, il y a un hotspot ici, puis il y a beaucoup de développeurs qui nous posent des questions, puis quand on les rencontre à la GDC, qui est à San Francisco à chaque année, la Game Developers Conference, ben, on rencontre beaucoup de gens de Québec aussi. Fait qu'eux, ils se disent, ben, crime, tu sais, c'est un peu, tu connectes tous ces événements-là, tous les développeurs, tous les studios, puis tu te poses la question, ben, s'il y a un hotspot ici, il me semble qu'on devrait être ici. Fait que pour nous, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que Steam sont intéressés par les développeurs québécois, sont intéressés à venir nous voir. L'année passée, il y a quelques mois même, juste avant, ou c'était avant ou après le MIGS, c'était avant le MIGS, en octobre, je crois, sont passés juste venir parler de Steam, venir parler de la plateforme, des avancements qu'ils ont là, qui arrivent avec la plateforme, autant pour le côté développeur que le côté joueur. Mais tu sais, ce que ça fait pour nous, c'est qu'on a un accès direct à eux maintenant. On peut poser nos questions, on peut poser nos questions par rapport à l'efficacité de nos pages, à comment bien marketer le jeu sur Steam, comment utiliser vraiment la plateforme là, à 100%. Fait que de ce côté-là, c'est immense parce que ben c'est pas tout le monde qui peuvent se promener, aller à la GDC, aller à la Gamescom, là, les événements à l'international. Fait qu'ils viennent chez nous. Fait qu'en partant, ça, c'est vraiment, vraiment cool. À l'international, je te dirais, ce qui est vraiment cool, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres organisateurs, organisatrices là, d'événements de vente régionale de l'Allemagne, de la Pologne, France. C'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment un aspect, je te dirais, de camaraderie, un aspect de coopération. Là, c'est comme on est tous dans ce game-là ensemble. Puis ce qui arrive dans ce coin-là, c'est, tu sais, moi, je pose mes questions autant pour optimiser la vente, pour vraiment bien servir les studios participants. Mais après ça, eux, ils me posent des questions par rapport au marché québécois. Puis après ça, tu sais, pourquoi vous avez tant de studios? Pourquoi vous êtes si établi que ça? Fait que là, j'y vais dans l'historique, dans l'histoire de pourquoi on est bien établi ici, pourquoi il y a des studios 2A, AAA. Puis après ça, ben, ils sont juste game de faire des trucs cool avec nous. Fait que, tu sais, à chaque fois, moi, je suis un des premières personnes qui viennent voir quand il y a un événement qui se passe à tel endroit, puis qui disent, hey, tu veux-tu faire partie de ça? Toi, tu as accès à tel nombre de studios, tu es proche, tu parles à la guilde, ça te tente-tu de faire des affaires? Fait que moi, si je vois des opportunités, puis ça peut servir autant l'Indie Asylum que les développeurs québécois, comme partout au Québec, ben, à cause de l'effet de la vente, puis à cause de l'effet, comme de juste en parler, puis de donner une espèce de notoriété là, sur l'industrie québécoise, ben, ça fait juste nous aider. Fait que de ce côté-là, je te dirais que ça fait 2, 3, même 4 années là, de suite que quand je me promène, tout le monde connaît ce studio québécois-là, connaît la vente, connaît ci, connaît ça. Fait qu'il y a un effet qui se répand. Donc, ça génère, puis ça maintient du momentum, finalement, d'être visible dans la sphère ou dans les sphères, que ce soit avec les éditeurs et les distributeurs, des studios partenaires, d'autres gens à l'international. Ça a vraiment un effet de se mettre sur la map, quoi. Exactement. Puis je pense que c'est ça. Les gens comprennent qu'on est sérieux. On fait des jeux, on fait des bons jeux. On veut, comme on veut que les gens à l'international, les joueurs soient intéressés par nos jeux. Fait que à l'inverse, tout le monde nous prend au sérieux puis nous pose des questions. Puis après ça, on devient un peu des leaders dans l'industrie. Puis là, ben, on est toujours, comme je te dis, là, on est toujours dans leur tête là, quand il y a un événement ou quand il y a une opportunité, ils viennent nous voir. Oh, super. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont pas branchés sur des serveurs Discord ou des réseaux sociaux en jeux vidéo ou des gens qui jouent pas sur PC non plus, qui verront pas nécessairement la grande célébration sur Steam, comment ces auditeurs, ces auditrices-là peuvent s'informer des sorties de jeux québécois, puis les découvrir, les suivre et tout ça après que la célébration Steam soit terminée? Oui, c'est une bonne question. Ben, en commençant, il y a l'infolettre de la Guilde là, du jeu vidéo du Québec qui font vraiment une bonne job dans l'infolettre de donner un breakdown sur tous les jeux qui sont sortis ce mois-ci ou qui vont sortir. Ils donnent tous des updates aussi de l'industrie si c'est une information qui est importante pour vous. Il y a l'infolettre de l'Indie Asylum aussi qui se trouve sur notre site web.
Puis nous, on fait la même chose. On est plus porté à parler de nos jeux avec nos membres. Mais on parle aussi souvent de playtest public, qui fait que les gens, s'ils s'inscrivent à l'infolette, ils peuvent recevoir une invitation pour ça aussi. C'est vraiment cool. Sinon, il y a Pace sur Start. Pace sur Start qui fait partie là, du Journal de Montréal, si je ne me trompe. Oui, tout à fait, les médias québécois. Oui, exactement. C'est Quasi qui est derrière ça, qui fait vraiment une belle job là, pour donner les infos des jeux locaux, là, les jeux québécois. Là. Fait que ça serait mon top 3, honnêtement. Ben, c'est super. On a donc des alternatives, puis on voit qu'on revient un peu au modèle des infolettres pour se sortir des algorithmes de recommandation de posts sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn et tout ça. Donc, les infolettres de la Guilde du jeu vidéo du Québec, de l'Indie Asylum. On peut suivre aussi Pace sur Start, qui est une des rares publications spécialisées en jeux vidéo au Québec. Merci beaucoup, Kevin Chansey, de nous avoir parlé et dévoilé quelques-uns des aspects derrière l'organisation de la célébration des Jeux du Québec. Et puis, on va te souhaiter une bonne semaine très occupée, puis aussi des bons événements pour les Demo Nights qui s'en viennent. Yes, merci beaucoup, Dominique, ça me fait plaisir. Nous, on va se tourner vers l'histoire du jeu vidéo au Québec avec les débuts un peu punk de ce mouvement-là. Contexte historique. Le jeu vidéo commence en Amérique du Nord, dans les usines d'Atari, qui va mettre au monde Pong, puis par la suite plusieurs autres jeux. Le secteur de l'arcade se développe après Pong. On est en 1976, 77, 78 et ainsi de suite. Space Invaders, les premières sociétés japonaises qui vont elles-mêmes développer des jeux vidéo. Et le Québec va entrer dans la danse à partir de 1982. La première édition, le premier jeu vidéo développé au Québec et édité au Québec va être Tétard. Donc les Tétards, Baby Frogs en anglais, c'est un jeu qui est programmé durant l'été 1982 pour l'ordinateur Apple II par deux adolescents québécois, Marc-Antoine Parent et Vincent Côté, qui vont ensemble programmer ce logiciel-là qui va être édité par Logidisc. Logidisc, c'est une société fondée par un écrivain, un poète, Louis-Philippe Hébert, qui va prendre le virage dans l'aventure informatique pour éditer des logiciels en français. Alors, Logidisc va avoir plusieurs activités dans lesquelles ils vont notamment éditer une version de BASIC, le langage de programmation pour ordinateur en français, une suite de rédaction, d'outils de rédaction qui vont, dans le fond, préfigurer Microsoft Word et la suite Office. Donc, c'est vraiment une société d'informatique. Mais au départ, en 82, 83, 84 et ainsi de suite, cette société-là va publier des jeux d'aventure textuels. J'en ai parlé dans l'épisode sur les genres de jeux vidéo. Les jeux d'aventure textuelle existent sur les ordinateurs personnels fin des années 70, début des années 80, avec des entreprises comme Infocom. Logidisc va être le pendant québécois de ces sociétés-là. Tétard est un jeu, lui, de type arcade. C'est un jeu qui ressemble un peu à Pac-Man. On est dans un labyrinthe, on contrôle des tétards, puis on a des personnages à déplacer pour atteindre les objectifs. Maintenant, ce genre d'entreprise-là va faire ses premières armes en jeux vidéo, mais ça ne deviendra pas une grande société de jeux vidéo qui va s'établir pour une longue période de temps. On est à l'époque des explorations. Avant d'arriver au premier logiciel édité au Québec, il y a quand même un passé dans la province qui va s'incarner dans la présence de Coleco. On connaît Coleco, c'est la Connecticut Leather Company. C'est une compagnie de cuir, d'accessoires, de mocassins et tout ça. Et Coleco vont se lancer dans les jouets. Et à partir donc de 1967, ils vont ouvrir une usine à Montréal, dans le quartier Saint-Henri, sur la rue Saint-Ambroise, dans le secteur manufacturier. Et donc, on va fabriquer là, des tables de jeu de hockey sur table, par exemple. Et éventuellement, on va se mettre à fabriquer les cartouches. Coleco vont évidemment sortir leur console, la Coleco Vision. Donc ça, c'est vraiment les premières présences du jeu vidéo au Québec. C'est l'usine de manufacture qui se trouve ouverte par Coleco dans les années 60, qui va migrer vers la fabrication des cartouches de jeux. Mais on ne parle pas de jeux développés au Québec. Le premier jeu développé au Québec, ça va être en 1982, Tétard. Le premier jeu canadien par ailleurs. Donc c'est non seulement le premier jeu vidéo québécois, mais aussi le premier jeu vidéo canadien. Alors, c'est peut-être pas le point d'origine des grandes sociétés de jeux vidéo, mais c'est quand même la première fois qu'on édite un logiciel dans le marché du jeu vidéo, du jeu d'aventure textuel sur ordinateur.
Il y a un autre bassin à partir duquel va émerger l'industrie du jeu vidéo, c'est le monde de l'animation et des images de synthèse informatique. Ce monde-là va être développé en partie par une équipe de chercheurs qui sont basés à l'Université de Montréal au département d'informatique et au HEC, les hautes études commerciales. Ça a l'air un peu bizarre de parler du business school comme étant un lieu d'émergence d'une nouvelle forme artistique, mais la réalité est parfois un peu bizarre. La logique derrière ça, c'est en fait qu'il y a des ordinateurs très puissants affiliés à un centre de calcul qui vont être utilisés par des professeurs de HEC Montréal pour faire un rendu visuel de ce qui va devenir le premier film d'animation entièrement réalisé en images de synthèse, un film qui s'appelle Vol de rêve. Vol de rêve va être composé d'images en 3D en fil de fer, wireframe graphics si vous connaissez l'expression. Donc on voit à travers les polygones entre guillemets, je mets des guillemets pour polygones parce que c'est pas des objets solides, c'est vraiment juste des vecteurs, des images vectorielles. Quand même un film assez spectaculaire, Vol de rêve. Vol de rêve va être suivi par un autre film, celui-là réalisé en 3D polygonal comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des polygones pleins à travers lesquels on ne voit pas. Ce film-là s'appelle Tony de Pelletry. Film très important, réalisé celui-là en 1985. Et la réalisation de ce film-là va mener un des travailleurs, un des artisans qui travaillent sur le film, à se lancer dans l'industrie de l'animation numérique. Cette personne, c'est Daniel Langlois. Daniel Langlois était animateur à l'Office national du film, l'ONF, comme on l'appelle dans le milieu cinématographique, et il va donc venir tester, fabriquer les premières images d'animation numérique dans un film réalisé au Québec, à travers Vol de rêve dans un premier temps, puis Tony de Pelletry par la suite. Le travail de Daniel Langlois sur l'ordinateur va l'amener à voir l'ordinateur comme étant l'outil de demain pour des animateurs, mais un outil qui est en ce moment dans les mains des informaticiens, des mathématiciens et tous ces scientifiques-là. Et il va se dire, ça pourrait super bien marcher si on développait des logiciels pour permettre aux artistes de s'exprimer à travers ces nouveaux outils-là. Daniel Langlois va donc fonder l'entreprise Softimage. Et Softimage va devenir une société de réalisation de logiciels et d'effets visuels qui vont être utilisés notamment par Hollywood pendant les années 80-90 jusque dans les années 2000. Toutes les super productions hollywoodiennes vont utiliser les logiciels de Softimage. Jurassic Park, Terminator 2, Star Wars épisode 1, La menace fantôme, et ainsi de suite. Tous ces films-là vont utiliser les logiciels de Softimage pour réaliser leurs effets spéciaux numériques. Donc, c'est dans ce contexte-là où, dès le milieu des années 80, il y a un bouillonnement au niveau technologique du côté des entreprises en animation 3D, en images de synthèse. C'est à travers cet écosystème-là que les premières personnes à développer du jeu vidéo vont se structurer et se mettre en place. Mentionnons le cas un peu particulier de Abstrax, qui vont développer le jeu vidéo Wrath of the Demon, puis être intégré dans Readysoft par la suite. Abstrax est fondé à Trois-Rivières. C'est donc l'un des apports de la ville. Ensuite, il y en a d'autres. Notamment, il y a à Québec une société qui s'appelle Malofilm Communication qui va naître dans le giron du producteur de cinéma René Malo, qu'on connaît surtout pour le film Sonatine de Micheline Langto ou Le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. Il va y avoir Megatoon qui va naître autour de ça, cofondé en 1992 à Québec par Guy Boucher et qui va produire des dessins animés interactifs pour enfants. Malofilm va faire l'acquisition, puis il va y avoir la naissance d'une entreprise qui s'appelle MMI Multimédia Interactif, cofondée par Rémi Racine à Montréal en 1994, qui va se spécialiser dans le développement et l'édition de CD-ROM reliés au monde du sport. Des CD-ROM, ça c'était l'époque où on avait le CD-ROM multimédia, c'était l'avenir ça là. On voyait vraiment des encyclopédies sur des CD-ROM, puis tout ce genre d'éléments-là. Alors, Malofilm va donc jouer dans une valse de différentes acquisitions et à travers ces différentes acquisitions-là, va se retrouver à devenir propriétaire de ce qui était MMI, qui va devenir Artificial Mind and Movement quelques années plus tard et éventuellement devenir Behavior Interactive.
Je saute quelques étapes dans l'histoire, mais tout ça pour dire que ce giron-là de la production cinématographique, des dessins animés, de l'animation numérique, va mener à l'émergence d'un certain cluster d'entreprises qui vont se mettre à faire du jeu vidéo dans le prolongement de ces premières formes-là. En plus d'entreprises qui existent, il faut aussi une relève, et les universités de la province qui forment de nombreuses personnes en informatique, en art visuel, en images de synthèse, vont alimenter comme ça le terrain. Et à partir de ces premiers éléments-là, il va y avoir un écosystème qui va mener notamment à la création du premier jeu pour console, qui va être Jersey Devil, publié par Behavior Interactive. À l'époque, on est en 1997. C'est un jeu pour la Sony PlayStation. À partir de ces premières armes-là dans le monde, le gouvernement du Québec va mettre en place un plan pour attirer des investisseurs étrangers et développer ce secteur-là. Pourquoi on veut développer le secteur du jeu vidéo? Parce que le gouvernement du Québec estime que l'informatique, c'est les métiers de demain, c'est des industries propres qui sont sujettes à remplacer les industries qui sont pas en très bon état au niveau de la manufacture et du textile. Montréal avait une place de choix dans ce monde-là, mais la délocalisation des firmes, la libéralisation des marchés, les traités de libre-échange économique et tout ça font que les vêtements vont être produits dans des conditions, dans des pays où les gens sont moins salariés, évidemment. Donc, ça va pas très bien pour les différents secteurs manufacturiers. Et le gouvernement du Québec voit l'informatique comme étant le monde de demain. Donc, le jeu vidéo, c'est une manière d'avoir des productions avec des travailleurs hautement spécialisés, des industries propres et prêtes pour affronter les défis de demain de la société du savoir qu'on voit poindre à l'horizon. C'est dans ce contexte-là qu'on va dérouler le tapis rouge pour accueillir une entreprise étrangère établie en France, Ubisoft. Ubisoft vient visiter, trouve intéressante la perspective d'agrandir leur studio et le gouvernement du Québec déploie beaucoup d'efforts pour les attirer au Québec, notamment la mise en place d'un crédit d'impôt fort important qui permet de couvrir jusqu'à 50% des salaires des employés. La contrepartie, c'est qu'Ubisoft devra s'engager à créer des milliers d'emplois au Québec. Les entreprises déjà installées, évidemment, trouvent ça assez injuste, merci, ce qui amène le gouvernement du Québec à transformer ce programme spécifique-là pour en faire un programme plus large qui va s'appeler le crédit d'impôt pour le multimédia interactif. Ce crédit d'impôt-là va être redescendu un peu à 37,5 %, mais va s'appliquer à toutes les entreprises dans le secteur, avec évidemment toujours des conditions, des modifications qui vont se faire en cours de route, et ainsi de suite. À partir de 1997, on ne peut plus être aussi détaillé dans le portrait qu'on va faire, mais c'est la mise en place de ces incitatifs fiscaux qui vont permettre d'attirer des entreprises qui vont suivre dans le sillage de Ubisoft et qui vont venir de l'international pour venir s'implanter à Montréal. On va voir des succursales québécoises de Electronic Arts, Warner Brothers Games, Eidos, Square Enix, THQ, Gameloft, toutes des entreprises déjà établies à l'international qui viennent compléter les studios québécois qui, eux, vont aussi naître et prendre leur essor. On pense à des entreprises comme Frima à Québec, Sarbacane, Humagad, Binox. On a aussi à Montréal des studios comme Ludia ou Hibernum, mais le secteur montréalais va être beaucoup dominé par les très grands studios, comme notamment Ubisoft, qui vont absorber beaucoup des travailleurs pour aller dans ces entreprises-là. Évidemment, tout ça va changer à partir des années 2010 avec la montée des jeux vidéo indépendants ou des jeux indie. Là, le Québec va connaître beaucoup de créations de petits studios qui vont s'illustrer avec des grands succès à l'échelle mondiale. On pense à des Red Barrels avec la série Outlast, le jeu Fez de Polytron, c'est-à-dire grosso modo Phil Fish, qui est le visage de ce jeu vidéo-là, qui apparaît dans le film Indie Game The Movie, et une panoplie d'autres studios, ce serait long de tous les nommer, mais on pense à Sleeping Beast Games, Scavenger Studio, Tribute Games, Thunder Lotus, Spearhead Games, Minority Media, Kit Fox Games, Lucid Dreams, Double Stallion, Compulsion Games, Borealis Games, et des studios à Québec comme Berserk ou Sabotage.
etc. La grande particularité du Québec, c'est que les développeurs de jeux vidéo indépendants se sont ralliés autour d'une entreprise coopérative. Alors ça, c'est une structure d'entreprise assez particulière qui, évidemment, évite d'avoir des actionnaires privés majoritaires qui prennent le contrôle, qui décident de l'orientation future. Dans une coopérative, les membres sont les propriétaires de l'entreprise et prennent des décisions collectivement. Donc, une coopérative comme ça, pour veiller aux intérêts de l'ensemble de ces studios-là, c'est la naissance de la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui a d'abord été la Guilde des développeurs indépendants du jeu vidéo du Québec, dans l'optique de revendiquer des développements, des stratégies, des appuis du gouvernement en place qui seraient appropriés pour aider la relève et la création d'entreprises de petits studios, plutôt que d'avoir des programmes de crédit d'impôt qui s'adressaient et qui fonctionnaient très bien pour les grands studios qui avaient déjà les reins financiers solides pour financer des projets. Ben, les développeurs de jeux indépendants se sont structurés ensemble, se sont regroupés pour revendiquer des appuis spécifiques. Éventuellement, il y a eu une fusion entre l'Alliance numérique, qui regroupait les développeurs de jeux vidéo, les studios de jeux vidéo, comme on dit AAA, là, de la grande industrie, et de la Guilde des développeurs indépendants. Ils ont fusionné ensemble pour devenir la Guilde du jeu vidéo, qui représente maintenant d'une seule voix l'entièreté du secteur au Québec. C'est quand même un regroupement de très grande taille qui n'a pas d'équivalent, pour autant que je sache, à l'échelle de la planète. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a des événements vraiment forts comme la célébration des Jeux du Québec. Voilà pour un bref portrait de l'histoire du jeu vidéo au Québec. On va maintenant s'intéresser à la liste de souhaits que j'ai constituée en parcourant la grande liste de la célébration des Jeux du Québec 2026. Je vous avertis, il y en a quand même pas mal. Fait qu'on va essayer d'en parler un peu en rafale, puis de faire un bref commentaire peut-être une fois de temps en temps sur des titres qui retiennent mon attention. Le premier qui est tout en haut de ma liste, parce que je l'avais placé là bien avant le début de la vente, de la grande vente Steam, c'est Dans l'abîme du rêve. J'en avais déjà parlé dans le bloc d'actualité il y a quelques semaines à l'émission. Dans l'abîme du rêve se passe dans les orphelinats de Duplessis et on va côtoyer des créatures Lovecraftiennes qui prennent le contrôle des rêves des enfants de l'orphelinat. C'est le prélude au prochain jeu d'Olivier Leclerc, le créateur derrière le studio Chien d'Or, qui prépare Cauchemar d'octobre, qui va, lui, s'intéresser à la crise d'octobre sur fond Lovecraftien. Le lancement a lieu d'ailleurs ce soir même, jeudi 19 février à 18h30, au Cabaret de Curiosité. Si vous traînez dans le coin ou que vous êtes disponible et que vous avez envie de vous intéresser à ce jeu-là, joignez-vous à cette grande soirée de lancement. Dans l'abîme du rêve, donc, on est dans de l'horreur, point and click, pointer et cliquer. Donc, vraiment un jeu accessible normalement, même si le sujet peut être un petit peu difficile d'approche. C'est sûr qu'il faut se préparer à des émotions plus près du négatif et du dystopique que de l'utopique. Ensuite, j'ai sur ma liste Echoes of Mystralia. Echoes of Mystralia, c'est le deuxième jeu qui se passe dans l'univers Mystralia, après le premier jeu qui date maintenant de plusieurs années, qui s'appelait Mages of Mystralia. Ce sont des créations du studio Borealis. Mages of Mystralia, j'avais beaucoup aimé ça. C'était un jeu au style artistique assez accessible, pas du haut polygone ultra réaliste, mais assez cartoon, assez stylisé. Dans Mages of Mystralia, on jouait une magicienne et on accumulait des runes. Dans mon souvenir, ça s'appelait des runes, mais bon, peu importe. Et on combinait des runes pour créer nos propres sortilèges, avec des runes de grandes zones d'effet, des runes qui font séparer notre sortilège en trois, des runes de feu, des runes à tête chercheuse. Puis là, on combinait ces différents morceaux-là pour fabriquer nos propres sorts. Echoes of Mystralia a maintenant un démo jouable disponible. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai bien hâte de m'y mettre et le jeu va sortir plus tard cette année. Donc, Echoes of Mystralia, je m'attends à avoir le même plaisir à augmenter ma puissance, développer mes propres sortilèges et une certaine flexibilité à ce niveau-là, à surveiller. Legends of the Round Table, ça c'est un jeu qui vient de Artifice Studio. Artifice Studio avait créé le jeu vidéo Sang Froid, un conte de loup-garou, dont je vais vous parler lors de la deuxième heure. Le jeu s'appelle Legends of the Round Table parce qu'il s'agit de restituer les légendes arthuriennes dans un style graphique qui respecte les enluminures du Moyen-Âge. Et donc, il y a un look assez intéressant, assez unique. Il y a un jeu qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait Pentiment, dans lequel on reprenait ce style-là un peu Moyen-Âge dans l'art.
Je dirais que c'était plus difficile de s'intéresser au style graphique. Legends of the Round Table a l'air plus beau, honnêtement, visuellement. On parle d'un jeu de stratégie, /RPG, donc développement de personnages et gestion de plusieurs de ces personnages-là, avec du combat au tour par tour. Graphiquement, ça a l'air vraiment intéressant, donc je pense que ça vaut la peine de s'y mettre. Horripilant, mot français, mais dans un autre sens cette fois-ci, connotation horreur. On est dans un jeu incrémental, dungeon crawler, donc vraiment on se promène dans un labyrinthe, notre personnage se bat et on incarne, il y a un style graphique très très minimaliste, vraiment presque monochrome avec dithering, une technique par laquelle on a des pixels qui alternent de couleurs, en deux couleurs typiquement monochromes, et puis c'est assez basse résolution, mais avec vraiment un look stylisé, pas cheap, je dirais. Donc vraiment un look un peu rétro, c'est assez noir, c'est assez sombre, et on explore un donjon comme ça. L'accroche est assez intéressante, je dois dire. Tuez votre dieu, devenez digne. Horripilant est un jeu incrémental, dungeon crawler, glaçant, se passant dans les profondeurs d'un monde souterrain oublié. Mêlant des éléments de jeu idle, de puzzle et d'auto-battler, vous combattrez, minerez et réfléchirez pour explorer les tréfonds d'un donjon maudit. Horripilant, c'est un jeu dont j'entends parler régulièrement depuis des années. Le développeur, qui est un individu en solo, donc le fameux solo dev, est assez actif dans la communauté du grand rattrapage. Donc, je pense qu'on est plusieurs à surveiller ça depuis un certain temps. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant, un jeu qui s'appelle Six-Sided Stories, un jeu de casse-tête court et relaxant au rythme de la musique lo-fi. Retournez les tuiles et coloriez-les correctement pour révéler l'image. Découvrez comment chaque image mène à la prochaine en suivant une équipe d'animaux charmants qui vivent de chouettes aventures. Ça a l'air vraiment d'un jeu de casse-tête très très cosy, très relaxant. Comme quoi, il n'y a pas juste l'horreur non plus dans la vie. Build a City Block. Build a City Block, c'est un jeu de construction. Ça ressemble un peu à Tetris. On agence des formes sur une grille. Et puis, à travers ça, on construit une ville. Et on voit comme ça avec satisfaction les tours de bâtiments, les tours à bureaux, les maisons résidentielles et tout ça. On nous présente différents marchés. On peut développer Montréal, Manhattan, Toronto, San Francisco. C'est un look assez minimaliste. Moi, je trouve que ça a l'air assez intéressant, puis j'aime bien les jeux de construction, en particulier de ville. Donc, ça a l'air d'être très, très simple. Pas quelque chose de complexe comme SimCity ou quoi que ce soit, mais vraiment un truc plaisant à jouer en petite bouchée. Build a City Block. Maintenant, si vous aimez la complexité, vous serez servi avec Space Tow Truck, présenté comme étant le jeu que Isaac Newton aurait adoré. Alors, vous êtes dans l'espace, vous êtes une remorqueuse de l'espace, et le pitch, c'est contrôler la gravité, orbiter autour de trous noirs et amusez-vous à maîtriser la physique avec votre voiture dans l'espace. Avec ce jeu de puzzle à saveur éducative, seul votre génie et votre capacité d'analyse pourront vous sortir du douloureux crash de votre voiture sur la Lune. Ça s'inscrit dans une tradition de jeux vidéo depuis Lunar Lander, un jeu d'arcade développé par Atari, où on faisait des pulsions, des forces gravitationnelles pour essayer de faire atterrir notre atterrisseur sur la Lune en contrôlant la gravité, la physique et tout ça. Space Tow Truck, c'est un peu comme ça. On pense à Kerbal Space Program aussi, qui est un jeu plus moderne dans le même genre. Sauf qu'ici, en plus, vous êtes une remorqueuse. Fait qu'il y a un côté humoristique assez loufoque que j'aime beaucoup personnellement. On continue dans la liste avec le jeu Paralives. Paravie, on pourrait dire ça comme ça. Paralives est un jeu de simulation de vie où vous bâtissez des maisons, façonnez des destins et tissez des liens. Entre joie et peine, où votre histoire vous mènera-t-elle? Il y a une inspiration un peu genre, comment je dirais ça, The Sims, tu sais, simulation de vie domestique, on construit notre maison, notre espace. C'est très cosy, très design. Puis en même temps, il y a un petit look un peu, je sais pas, Amélie Poulain peut-être? Quelque chose comme la petite vie avec les gens autour de nous et puis les interactions sociales avec les personnes. Le style graphique est assez beau. On est dans une stylisation visuelle un peu côté cel shading, hein, c'est-à-dire les ombrages qu'on met pour lisser les couleurs, pour imiter la gouache qu'on trouvait sur les celluloïdes de dessins animés traditionnels, comme ceux des studios Disney, par exemple, dessinés à la main. Fait que Paralives, ça a l'air quand même assez intéressant. Puis, il y a un trailer vidéo, puis il va être en accès anticipé bientôt, avec une date de sortie prévue le 25 mai 2026. Donc, Paralives, pour les gens qui ont un peu le itch, si je peux dire, la gratouille de Sims, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse.
On change de registre avec le hockey, notre sport national québécois, Tape to Tape. Donc, c'est un jeu de hockey avec son rythme effréné, son réalisme et sa profondeur. Tape to Tape offre une expérience de hockey sans pareil. Une formule inédite en fusionnant le gameplay ultra addictif d'une campagne roguelite à l'intérieur d'un jeu de hockey. Donc, on a notre équipe de hockey, puis on a une espèce de map monde, là, une carte du monde, puis on se promène là, d'une ville à l'autre pour faire des matchs, puis tranquillement se déplacer comme ça dans cette espèce de pays médiéval fantastique en même temps. Fait que, en tout cas, moi, j'ai adoré le fait que tu vois comme à un moment donné le forgeron de ton équipe, genre qui te forge des palettes de hockey, puis des bottes, puis des patins, puis des choses comme ça. Puis le forgeron est dans sa forge, puis il porte un masque de goaler de hockey pendant qu'il forge. Donc, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. On peut débloquer des cartes bribe, tu sais, pour soudoyer l'arbitre, pour qu'il regarde de l'autre côté pendant qu'on fait un coup de cochon à son adversaire, des choses comme ça. Donc, une touche assez inédite, intéressante et originale sur qu'est-ce que c'est finalement le hockey. Donc, Tape to Tape, c'est un jeu qui nous vient de Excellent Rectangle, un développeur que je ne connais pas, donc à voir. C'est en accès anticipé en ce moment. Ensuite, on va avoir un autre jeu. Celui-là vient de Folklore Games et le jeu s'appelle Spiral. Spiral ou Spirale. Ça avait été souligné, ça, par A Strange Glitch, une auditrice de la Grande Ludothèque qui est active dans le Discord de l'Anneau Ludique, où est-ce qu'on a des conversations. Spiral est un jeu narratif d'exploration à la troisième personne avec une vision poétique de la dégénérescence cognitive vue de l'intérieur. Il raconte l'histoire de Bernard, un homme qui souhaite dire au revoir une dernière fois aux souvenirs qui ont fait de lui qui il est aujourd'hui. Ça a l'air quand même vraiment intéressant, je dois dire. Il y a un aspect, comment je dirais ça, je ne sais pas si c'est autobiographique, mais c'est certainement inspiré d'événements de la vie de plusieurs des membres de l'équipe de conception qui soulignaient avoir eu affaire à le développement de l'Alzheimer ou de la dégénérescence cognitive chez leurs proches. Donc, il y a quelque chose d'assez beau, même si le sujet peut avoir l'air triste puis élevé. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand on se promène dans les représentations graphiques très stylisées de ces univers-là qui correspondent aux souvenirs de notre personnage qu'on accompagne, là, le fameux Bernard titulaire. Ça me fait penser à un jeu qui était sorti il y a plusieurs années qui s'appelle encore To the Moon, dans lequel il y avait des personnages qui rentraient dans l'esprit d'un patient pour l'aider à concrétiser des vieux rêves d'enfance. Ça ressemble un peu à Inception, le film aussi, au niveau de la trame narrative. Donc, Spiral, c'est un jeu qui est vraiment à surveiller pour toute la catégorie des jeux qui touchent d'enjeux sensibles, de sujets tout à fait d'actualité, avec une certaine profondeur aussi. Alors, on poursuit avec un jeu qui s'appelle Scope Creep. La description de Scope Creep, c'est tout simplement « Une flamme murmurante convoite tes âmes. À chaque offrande, ta détermination se renforce. Combat des esprits collecte leur essence et nourrit une faim qui pourrait ne jamais s'apaiser dans cet incrémental tour court et actif. » Alors, incrémental, c'est un genre de jeu, c'est un descripteur qu'on utilise maintenant pour décrire des jeux depuis quelques années. Les jeux incrémentales sont des jeux qui prennent une dimension supplémentaire au fur et à mesure de l'expérience. Donc, il y a un des aspects qui augmente progressivement et le plaisir du jeu, c'est de voir l'augmentation répétée de cet élément-là. Que ce soit, par exemple, un personnage qui frappe de plus en plus fort, des ennemis de plus en plus gros, de plus en plus d'ennemis à l'écran, etc. Maintenant, le scope, c'est l'ampleur du jeu, c'est ce qui est visé par l'expérience de jeu. On va parler d'un scope étroit, élevé, et ainsi de suite. Et puis, le creep, c'est l'idée que finalement, les choses accélèrent et deviennent hors de contrôle parce que tranquillement, une valeur augmente. Donc, dans un jeu incrémental, où est-ce qu'on atteint le creep? C'est quand on n'est plus capable de séparer les éléments puis de se reconcentrer sur qu'est-ce qui était l'essence du jeu. Il y a tellement de trucs qui s'ajoutent qu'à un moment donné, on perd le contrôle. Donc, vous voyez un peu le genre d'expérience qui nous est promise par le titre. Fait que Scope Creep, le look artistique est assez
pixel art lo-fi. On a une espèce de petit visage un peu inquiétant, a l'air un peu malsain, une petite flamme justement qui est là pour absorber des âmes qui sont sacrifiées dans un périmètre autour de lui. Et puis on a des arbres de compétences où on investit des points là, pour développer notre personnage. Le rythme a l'air rapide, il y a des pentagrammes, des mains qui essaient de nous attraper. Donc il y a quelque chose d'un peu à la fois rétro, un peu rigolo, puis en même temps un peu méchant, un peu malsain. Fait que c'est vraiment un jeu que je trouve intriguant au niveau visuel, puis même la jouabilité a l'air très rapide et vraiment très active. Maintenant, un genre de jeu complètement différent, Croak, comme le son d'une grenouille finalement qui croasse. Croak, agrippez-vous avec votre langue et faites rebondir votre grenouille à travers un conte de fées drôle et tordu dans ce jeu de plateforme 2D dessiné à la main. Je dois dire que le style artistique est super beau. Ça me fait penser à Cuphead, qui était sorti il y a quelques années, aussi dessiné à la main, dans la tradition des cartoons, un peu comme les studios Fleischer, moins connus peut-être, et les studios Disney, très connus. Donc, c'est vraiment une réalisation artistique époustouflante. Puis c'est un jeu de plateforme 2D vraiment nouveau genre, beaucoup de mobilité. On peut penser à Hollow Knight un peu, toutes sortes d'autres jeux là, où est-ce que, bon, puis le fait qu'on est une grenouille, un genre de prince là, avec une couronne puis une cape. Puis là, on saute sur des bulles d'eau froide qui nous transforment en blocs de glace. Puis là, ça va nous permettre de faire des trucs pour résolver les puzzles de l'environnement. Donc vraiment, on a un personnage agile, une grande fluidité dans le mouvement. Il y a peut-être un côté un peu Céleste aussi. Céleste qui est un jeu de plateforme assez difficile avec des acrobaties assez développées. Je ne sais pas à quel point ça va être difficile, Croak, mais ça donne un peu ce sentiment-là un peu. Sauf qu'on n'est pas dans un look pixel art, on est vraiment dans un look dessin animé avec des animations vraiment fluides, super belles, des personnages hautement stylisés. Franchement, là, j'ai vu ça, puis ça m'a vraiment saisi. La réalisation artistique a l'air super belle. Donc, Croak, qui va s'en venir, si je ne me trompe pas, voyons voir. En ce moment, ils sont en playtest, donc on peut demander l'accès et quand l'équipe de développement va être prête, ils vont nous envoyer des copies pour faire du playtest et les aider à améliorer le jeu avant la sortie. Sur ma liste, j'ai remarqué aussi le jeu Camille et Laura, en anglais Camille and Laura. C'est un jeu dont le style artistique est aussi saisissant. C'est réalisé sous la forme de dessins faits par des enfants. Donc, on est dans des crayons de bois, peut-être des crayons de cire, là, je ne sais pas, pour l'instant, je vois beaucoup du coloriage. Les formes sont pas droites, les proportions sont off, le style est naïf. Donc, vraiment comme si c'était un enfant qui dessinait. Le résumé est assez simple aussi. C'est la première semaine d'école de Camille, l'une des semaines les plus importantes dans la vie d'un enfant. Laura, sa mère, essaie comme elle peut d'être une mère modèle. Prenez son rôle et naviguez les responsabilités de votre travail, des tâches ménagères et faites de votre mieux pour élever votre enfant. C'est un regard sincère sur les difficultés quotidiennes de la vie. Développé en solo et inspiré par les dessins animés pour enfants, j'ai voulu faire un jeu qui représentait à la fois l'engouement enfantin de la vie et l'isolation de la routine de la vie d'adulte. Ce sont les mots de la personne qui l'a développé. Développement signé Bonjour Borzoï. Alors, qui est-ce que c'est? Il faudrait faire des recherches biographiques, j'imagine, pour voir qui est derrière ce jeu. Est-ce que c'est effectivement la mère, qui est Laura dans le jeu, qui est la mère de Camille, ou est-ce que c'est le père qui fait une ode à toutes les difficultés de la parentalité au féminin avec les attentes de la société? Je ne le sais pas. Peut-être que ça appelle davantage de recherche. Toujours est-il que c'est vraiment charmant et c'est un sujet dont on ne parle peut-être pas suffisamment dans le cadre des jeux vidéo. Donc Camille et Laura, à surveiller aussi si ça vous interpelle. Un jeu assez différent, Clerks and Quirks. Alors, Clerks, C-L-E-R-K-S, and Quirks, Q-U-I-R-K-S. Donc, des préposés de service à la clientèle et des quirks, c'est-à-dire des particularités, des petits côtés un peu uniques d'une personne. Ça se présente comme, imaginez Overcooked, le jeu sympathique où on a des petits personnages mignons un peu rondoudous qui doivent faire la cuisine pour servir, pour réussir les plats et les servir aux clients dans un restaurant. Mais au lieu d'être des cuisiniers, vous travaillez en service à la clientèle.
dans une boutique un peu fantastique où est-ce qu'il y a des monstres puis des créatures fantastiques qui débarquent pour acheter des produits, regarder qu'est-ce qu'il y a sur les tablettes, etc. Et ben certains de ces personnages-là, par exemple, mettent du feu derrière eux ou sont des slimes ou je sais pas trop. Ça a l'air très, très chaotique. Donc, c'est un jeu coopératif qui se joue en solo ou à 4 amis. Il s'agit de fabriquer des objets iconiques, dompter des meubles capricieux et survivre à la redoutable ruée du vendredi dans ce roguelite de gestion coop. Donc, c'est comme Overcooked, mais au lieu de faire de la cuisine, on est préposé au service à la clientèle dans une boutique. Ça a l'air vraiment drôle, ça a l'air vraiment rigolo. Le art style est assez intéressant. On est dans de la 3D basse de résolution, très stylisée, cartoonesque. Je dois dire que l'aspect graphique est peut-être pas la chose que je trouve la plus intéressante. C'est vraiment le principe de base et le même créneau, si on veut, qui était visé par Overcooked. Je trouve que ça a l'air vraiment parfaitement chaotique, parfaitement rigolo. C'est un jeu qui est prévu, dont la date de sortie est prévue pour 2026. À suivre. Je sors un jeu qui j'ai observé dans les derniers mois, la dernière année. C'est un jeu qui s'appelle Lunark. Lunark. Lunark, c'est un jeu qui reprend beaucoup le style graphique, l'animation, le look général, notamment le protagoniste qui porte les mêmes vêtements, d'un jeu qui avait paru dans les années 90 sur les consoles, qui s'appelait Flashback: The Quest for Identity, qui était un jeu comparable à Out of This World en Amérique du Nord ou Another World en Europe, un jeu très très célèbre qui avait marqué par la fluidité de l'animation, réalisé en rotoscopie, c'est-à-dire des mouvements de vrais personnages filmés qu'on va tracer par-dessus pour faire des graphismes numérisés de notre personnage. Même technique que Prince of Persia. Donc Flashback: The Quest for Identity était vraiment dans ce créneau-là de ce genre de jeu-là qu'on appelle des cinematic platformers. Jeu de plateforme cinématique, parce que bon, la qualité de l'animation et tout donnait cet aspect-là. Lunark est vraiment une reproduction de cette jouabilité de base. On est sur 2 ou 3 niveaux par écran, on promène notre personnage de gauche à droite, on dégaine le pistolet, on tire pour affronter des ennemis, mais c'est beaucoup se promener, trouver le bon objet, l'utiliser au bon endroit pour progresser plus loin dans l'aventure. Et le style pixel art lo-fi est couplé avec une fluidité dans l'animation et les mouvements des personnages qui est vraiment surprenante. C'est la trace de la rotoscopie. Donc, c'est un jeu vraiment assez beau là, graphiquement, puis au niveau de l'expérience de jeu et de la fluidité, ça promet. Alors, ça faisait un bout de temps que je le surveillais. Il apparaît dans la célébration des Jeux du Québec avec un rabais. Donc, ça peut être une occasion de s'y intéresser si il était sur votre radar depuis un bout de temps, vous aussi. Je mentionne un jeu maintenant dans la talle des jeux rigolos ou humoristiques, Goéland. Seagull Adventure. Alors, on connaît le goéland, le sous-titre nous permet d'offrir une traduction. Vous êtes un goéland. L'île est votre terrain de jeu. L'aventure vous attend, si vous n'êtes pas trop occupé à semer le chaos. Donc ça nous renvoie à Untitled Goose Game. Untitled Goose Game, qui était un jeu où on joue une oie facétieuse, une oie qui est là pour semer le chaos et de la turbulence, voler les objets des gens, faire peur aux gens, les faire trébucher, etc. Donc là, au lieu de jouer une oie, ben vous jouez un goéland. Fait que vous pouvez prendre votre envol. Le style artistique est très mignon. On est dans des graphismes en cel shading assez forts. Donc, ce n'est pas un look très réaliste. On est davantage dans le dessin animé interactif. Et on peut incarner notre goéland, ramasser dans notre bec une pelle, aller creuser pour sortir des trésors, ramasser un bâton de golf pour aller perturber la partie de golf des gens, empêcher le pêcheur de pogner des poissons, et ainsi de suite. Ça a l'air tout à fait rigolo, plaisant, le fun. Puis le plaisir d'un goéland aussi, c'est qu'on peut voler. Donc, voler dans les jeux, c'est super agréable quand c'est bien fait. Alors, ce jeu-là me donne envie aussi de plonger dans cette aventure-là. La date de sortie prévue reste à déterminer, donc on n'est pas près d'une sortie, mais vous pouvez l'ajouter sur votre liste de souhaits, un jeu à surveiller à mon avis. Dans un registre plus traditionnel, plus hardcore en termes d'expérience de jeu, Outward 2. Outward 2, c'est la suite du premier, évidemment, Outward.
une réalisation de Nine Dots Studio, basée à Québec. Outward s'était fait connaître comme étant un jeu d'action-aventure RPG, où est-ce qu'on se déplace dans l'environnement et il n'y a pas beaucoup d'aide à la navigation, de clémence, j'ai envie de dire, du système de jeu. Vous êtes laissé à vous-même, débrouillez-vous pour survivre. Il faut que tu sortes, il faut que tu te fasses un feu pour dormir, mais quand tu te fais un feu, les ennemis peuvent te remarquer parce que tu fais de la lumière, ils courent après toi, ils te frappent, tu prends plein de blessures, t'es blessé, il faut que tu penses tes blessures, mais là tu boites parce que ton fémur est brisé ou je sais pas quoi. Outward, c'est assez difficile comme jeu, là. Moi, j'avais essayé, puis j'avais abandonné. J'étais pas vraiment là pour ces raisons-là, jouer à des jeux comme ça. Mais c'est une expérience vraiment particulière et qui a son following, qui a sa base. Donc, Outward 2 se présente comme ça. Un RPG d'action avec des éléments de survie axés sur une expérience authentique. Il n'y a pas de soutien, pas d'ennemis sur mesure, pas de pouvoir divin pour dominer vos ennemis. Mangez un repas, consultez la carte, prenez le sac à dos. Une épopée cruelle et gratifiante vous attend. Alors, si ce genre d'expérience-là vous intéresse, c'est un jeu qui a quand même, comme je disais, son following, ses fans. Donc, il y a un deuxième. J'imagine qu'ils vont essayer d'améliorer tout ce qui marchait bien dans le premier tout en restant fidèle à l'esprit, un même esprit de l'expérience. Donc, Outward 2 pourrait être dans votre TAL. La date de sortie prévue est au 3e trimestre de l'année 2026 et il y a un playtest en ce moment. Donc, vous pouvez effectivement écrire aux développeurs, demander d'avoir un accès, participer à tester le jeu et donner vos commentaires en vue de corriger le tir, l'améliorer et le peaufiner. On va se déplacer dans un autre genre de jeu, Lucky Me. Donc, chanceux, moi chanceux. Lucky Me est un hybride puzzle et jeu de tir dans lequel tout le monde copie chacun de vos mouvements. Utilisez la stupidité de vos ennemis pour les déjouer et sortir vainqueur. Alignez votre tir, appuyez sur la gâchette et laissez vos adversaires finir le travail. Alors, ça a l'air vraiment d'un puzzle ingénieux, intelligent, dans lequel on a des personnages qui sont là, qui sont des miroirs. Hein? Au fur et à mesure qu'on se pivote sur nous-mêmes, qu'on se déplace à gauche, ben, tout le monde dans l'arène se déplace aussi. Donc, il faut essayer de stratégiquement prévoir des mouvements qui vont faire que les déplacements des ennemis vont les bloquer derrière des obstacles pour que, quand on va appuyer sur la gâchette pour tirer, ben, j'ai réussi à positionner les adversaires pour qu'ils se tirent l'un l'autre et qu'ils ne me tirent pas moi, par exemple. Donc, ça va être une série de puzzles comme ça, où il va falloir penser à nos actions et tout réaliser. Assez intéressant comme proposition, ça me fait penser à Super Hot. Super Hot qui était un jeu dans lequel, c'est un jeu de tir à la première personne avec des personnages tout rouges, comme des simulations, on va dire, de réalité virtuelle. Et la particularité, c'est que le temps n'avançait que lorsqu'on bougeait. Donc, tant qu'on ne bougeait pas, le temps avançait pas. Et donc, il fallait se servir de ça pour résoudre des puzzles de positionnement spatial et d'action à faire. Ici, dans Lucky Me, ben, on est dans un environnement, un style graphique plus réaliste que ce qu'on avait dans Super Hot, mais on reste quand même dans des environnements et des personnages assez stylisés. Votre logique de déduction est la seule chose qui vous mènera à la victoire. Alignez votre tir, appuyez sur la gâchette et faites face à la pluie de balles. Alors, une expérience assez particulière qui a beaucoup de potentiel, je dois dire. Donc, si vous vous intéressez au jeu de puzzle, allez-y. Plush Parade. Alors, ici, on est dans un jeu qui nous propose de créer nos propres toutous en agençant des coupes de cheveux, des couleurs de cheveux, ajoutant des accessoires et on va fabriquer comme ça nos toutous. C'est vraiment un peu le descendant des jeux de poupées qui, pendant un bout de temps, était assez célèbre sur Flash, sur les jeux Internet. Donc là, on va réaliser nos toutous et réussir à finalement faire des toutous en demande qui vont devenir populaires. On répond aux commandes comme si on était un entrepreneur, une entrepreneur qui faisait affaire sur Etsy, par exemple, pour vendre ses créations originales. Fait que on est là pour mix and match hundreds of pieces to create unique designs and build your own plush collections. On gère notre boutique, on fait des ventes, des affaires comme ça. Ça vient de Cozy Bee Games. Il n'y a pas de descriptif en français pour l'instant. Alors, c'est à suivre. La date de sortie est encore à déterminer. Born of Bread, donc né du pain. Born of Bread est un RPG d'aventure léger et farfelu, revisitant les caractéristiques typiques du combat au tour par tour. Incarné Tipin, un petit être fait de farine qui découvre ce monde plein d'humour aux côtés de ses copains hauts en couleur.
si vous essayez de vous faire une image mentale, prenez Paper Mario. Donc, la série de jeux de Mario dans lesquels tous les personnages sont appelés en 2 dimensions, superposés dans des environnements. Et on est exactement là. Notre personnage est vraiment mignon. C'est un petit bonhomme fait de farine. Et puis, on va se déplacer comme ça avec de l'humour. Vraiment le même genre d'expérience que Paper Mario, de ce que je peux voir. Même genre d'esthétique, même genre d'expérience. C'est développé par Wild Arts Games et c'est sorti en décembre 2023. Donc, c'est déjà disponible. Il y a un petit rabais en ce moment dans le cadre de la célébration des Jeux du Québec. Dans le registre des jeux AAA à grand budget, dans le dernier épisode de la Grande Ludothèque, je vous parlais de Deus Ex Human Revolution. Alors, Deus Ex Human Revolution, ainsi que la suite, qui s'inscrit dans le prolongement de l'expérience, Deus Ex Mankind Divided, les deux sont offerts à 85% de rabais dans le cadre de la célébration des Jeux du Québec. Donc, ce ne sont pas des nouveautés, mais si vous vous êtes jamais lancé dans l'expérience, à 85% de rabais, on est à quelques dollars. Là. Vous vous en tirez pour autour de 10 $ pour les deux ensemble. Ça peut valoir la peine vraiment de vous y mettre si ça vous semblait intéressant, d'après le résumé que j'en ai fait lors du dernier épisode. Donc, de ce côté-là, on est grillé, comme on dit. Ensuite, vraiment dans un tout autre registre, on est de ce côté-là des jeux indépendants avec un style très lo-fi, très rétro, pixel art. Elfie, A Sand Plan. Alors, c'est un jeu de mots sur a sound plan, un bon plan. Imaginez Tetris, dans lequel c'est pas des blocs qui tombent, mais c'est des blocs qu'il faut placer. Et le but, c'est de construire des châteaux de sable sur la plage. Donc, vous êtes un petit éléphant en maillot de bain, vraiment mignon, qui est assis sur la plage et qui pense à des objets. Et là, il y a une grille vue de face et vue de côté. Et vous devez placer vos objets, vos solides, que ce soit un cube, un rectangle, une pyramide, un cylindre, peu importe. Et il faut placer ces objets-là en 3 dimensions pour construire un château de sable qui va, dans le fond, se conformer aux 2 vues que vous voyez à l'écran. Une vue de face, une vue de côté. Fait que là, en voyant ces 2 plans-là en 2D, évidemment, il faut essayer de se refaire une image mentale de quelle forme ça a en 3D puis construire l'objet. Très, très simple d'après ce que je vois, mais ça a l'air amusant. Le jeu n'est pas encore sorti. On prévoit une sortie dans le premier trimestre de 2026. Donc, ça devrait venir dans les prochaines semaines, visiblement. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir respecter leur date de sortie envisagée, mais ça a l'air d'un jeu assez simple qui peut être amusant, divertissant pour un petit bout de temps, sûrement à un prix modique. Maintenant, dans la zone des jeux AA, je dirais, je ne sais pas exactement comment le studio lui-même se définit, je vous parle du jeu Turbo Kid, développé par Outer Minds, un développeur montréalais qu'on connaît bien pour ses jeux précédents. Turbo Kid est un Metroidvania où est-ce qu'on incarne le Turbo Kid titulaire qui fait du BMX puis qui se bat contre des méchants puis il y a du sang puis du gore partout. C'est la première adaptation en jeu vidéo d'un film québécois, à ma connaissance. Le film Turbo Kid, je l'avais vu, moi, dans le Festival Fantasia il y a plusieurs années. C'est un film de science-fiction dans un futur dans lequel on se déplace à BMX, puis on tue du monde, puis il y a du sang qui revole partout. C'est assez gore, mais humoristique en même temps. Fait que c'est sûr que c'est un univers qui semble offrir beaucoup de potentiel pour faire un jeu vidéo. En ce moment, il est à 40% de rabais dans le cadre de la célébration des Jeux du Québec. Donc, il est déjà sorti en 2024, mais c'est peut-être l'opportunité de s'y intéresser avec un rabais substantiel. On change de registre pour aller dans les jeux rétro. Cette fois-ci, vous êtes Quest Giver. Dans Quest Giver, vous êtes un PNJ, un personnage non-joueur qui donne des quêtes aux héros. Plutôt que d'être le héros qui parle au PNJ pour recevoir une quête, vous êtes le gars qui donne les quêtes. Jouez au travers de 7 scénarios dans cette aventure narrative cocasse avec un gameplay de simulation, de gestion et une gérante impertinente. Mettez-vous au boulot! Fait qu'on a des aventuriers qui défilent, on leur donne des contrats. Le style graphique est très très lo-fi, on est en monochrome ou disons palette très très restreinte, le sépia, disons ça comme ça, avec du pixel art. Mais ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air bien écrit, les dialogues ont l'air rigolos. Donc, vraiment, on peut s'y intéresser. Ça vaut la peine. Sorti en 2023, donc déjà disponible. C'est à découvrir. Obsidian Legion. Embarquez pour un voyage sombre dans ce jeu d'aventure 2D. Explorez la périlleuse île d'Ambala et récupérez les outils nécessaires pour surmonter les nombreux dangers qui vous guettent. Imaginez visuellement un jeu comme Blasphemous
et Blasphemous 2, des jeux de plateforme 2D, mais vraiment axés sur le combat. Il y a un petit peu plus de fluidité de ce côté-ci, avec un look artistique vraiment épatant, je trouve, vraiment atmosphérique, ambiant. On sent vraiment les ténèbres, l'environnement inquiétant et tout ça. Puis on joue une espèce de chevalier qui est là pour... ou en tout cas, chevalier, je sais pas trop, mais un personnage avec une épée, puis une tenue qui a l'air un peu inquiétante. Donc il y a un look un peu Diablo, je dirais peut-être, le vite comme ça, mais en même temps, on reprend vraiment ce type de jouabilité-là, des jeux 2D de plateforme axés sur le combat. Donc Obsidian Legend, ça sort prochainement. On n'a pas de date annoncée pour le moment. The Shrouded Isle, Sunken Sins. Alors, on est dans un look graphique vraiment saisissant. Imaginez du monochrome vert barre oblique jaune, là, verdâtre jaunâtre et noir. Vraiment très épuré, mais on tombe pas dans le pixel art. Les dessins ont une belle précision, des traits assez gras. Ça fait penser plutôt à des images un peu d'hologrammes ou de spectres, de fantômes qu'on verrait dans des films là, un peu cartoonesques peut-être. Mais là, ça n'a pas l'air cartoon humoristique, Ghostbusters, Slimer, puis tout ça. Ça a l'air vraiment inquiétant, vraiment intéressant. Vraiment, là, graphiquement, là, c'est saisissant. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Ben, en tant que maître spirituel d'un pauvre village de pêcheurs, vous devez assurer la direction spirituelle de vos citoyens. Mais les dieux qui sommeillent sous les vagues ont soif de sang. Fait qu'il va falloir faire des rituels, faire des sacrifices, convaincre les gens que c'est leur tour, j'imagine. Ça a l'air vraiment gothique, sombre, inquiétant. Il y a des cages avec des pics. Le conseil se réunit. Qui sera le sacrifice cette saison? Là, il faut décider c'est qui. T'sais, est-ce que ça va être la dame qui est pénitente, mais qui en sait trop? Est-ce que ça va être la dame qui est obéissante, mais qui est sournoise? On va faire notre décision comme ça. Alors, ça a l'air un peu, comment je dirais ça, twisted, inquiétant. C'est édité par Kit Fox Games. Ça fait partie de la célébration des Jeux du Québec. Checkmate Showdown. Vous aimez les échecs et les jeux de combat? Ben, pourquoi pas combiner les deux? Vous jouez aux échecs, quand les deux pièces s'affrontent, vous rentrez dans une arène de combat 2D. Vraiment un peu comme Street Fighter, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça. Et puis on se bat, on fait des combos, on fait des moves. Et puis voilà, le vainqueur va réussir à manger l'autre pièce. Puis bon, il faut voir un peu comment ça s'incarne à travers le jeu. C'est édité par Manavoid Entertainment et Indie Asylum, développé par Bad Race Games. Si ça vous semble familier comme formule, ben vous pensez peut-être à Archon, Darkness and Light, qui est un des premiers jeux d'Electronic Arts développé au début des années 80 et qui permettait ce genre de dynamique-là, justement. Toto Temple Deluxe, un jeu multijoueur local effréné. Si vous avez un ordinateur branché sur une télé, que vous aimez jouer à plusieurs personnes en écran partagé, Toto Temple Deluxe, c'est un jeu multijoueur dans lequel les joueurs se disputent une chèvre qui pond des œufs afin de la tenir sur leur tête le plus longtemps possible. Vous voyez? Rien de plus normal. C'est développé par Juicy Beast. Moi, c'est un jeu auquel j'ai joué pas mal quand mon fils était plus jeune. C'est un classique dans notre maison. C'est vraiment amusant. On est dans une arène fermée. On est dans un jeu de plateforme 2D, cartoon, dessin animé, ce genre d'esthétique-là. Et on incarne les différents personnages. Puis, ben, on ramasse des objets. On fait un dash là, pour foncer dans des blocs, ouvrir des passages. Et on essaie de se plaquer pour se voler la chèvre et la tenir assez longtemps. Puis, essentiellement, à la fin d'un court match, ben, on gagne ou on gagne pas, puis c'est correct. Stories The Path of Destinies, développé par Spearhead Games, c'est un jeu d'action-aventure /RPG où un livre de contes enchantés rempli d'histoires fantastiques, pleines de folie, nous est offert et chacune d'entre elles est racontée par un narrateur énergique en harmonie avec les choix et les actions du joueur. L'idée, c'est qu'en se déplaçant puis en faisant les étapes de l'aventure, ben, on peut influer sur le cours des histoires et le narrateur raconte finalement notre aventure pendant qu'on la vit. Donc, chaque choix que vous faites entraîne Renardo, le renard, dans un récit unique. Il y avait cette idée-là, donc, d'un récit qui s'ajuste au fur et à mesure. Ça reste un jeu d'action-aventure avec pas mal de combats. On est dans des graphismes 3D, cel shading, assez stylisés. Ça peut rappeler un peu Zelda Wind Waker, peut-être. Je dis ça, ou peut-être Breath of the Wild, mais on reste quand même dans des niveaux scénarisés. On n'est pas dans un grand monde ouvert où on va où on veut.
Donc voilà un jeu qui date de plusieurs années, mais qui est offert en ce moment dans la célébration des Jeux du Québec. Ligo. Ligo, c'est un jeu de casse-tête. Commencé avec Fez, on est sur des petites plateformes assez mignonnes, suspendues dans le vide avec des nuages partout autour. Et au lieu de vous promener puis de chercher des solutions à des puzzles et tout ça, vous contrôlez des personnages qui peuvent comme fusionner l'un dans l'autre pour s'allonger ou se séparer. Et il faut pousser des blocs pour les mettre à bonne place pour construire les bouts de plateforme qu'il faut. Vous avez certains des personnages qui sont en gravité inversée, donc qui collent au plafond puis qui peuvent descendre en sautant vers le plancher. Et d'autres qui sont tête à l'endroit, si on veut, par rapport à la gravité. Et vous avez comme ça des casse-têtes à résoudre. Ça a l'air, visuellement, c'est très beau, c'est très léché, ça a l'air assez cosy, assez plaisant de s'y intéresser et de rentrer dans cet univers-là tranquillement à son propre rythme. On va maintenant faire une petite liste rétrospective des grands classiques du jeu vidéo faits au Québec. Quels sont les grands classiques qui sont sortis de la province? Eh bien, on peut commencer à une date arbitraire, mais si on commence avec les grands succès, vraiment les gros vendeurs, on va commencer avec les premiers jeux produits par Ubisoft à Montréal, notamment Splinter Cell, Tom Clancy Splinter Cell, collaboration avec Tom Clancy, jeu d'espionnage de furtivité. Ça avait vraiment eu un énorme succès en 2001. Suivi peu de temps après par Prince of Persia The Sands of Time. C'était le retour de la franchise, la série Prince of Persia, essentiellement connu pour son premier jeu et seul jeu. Il y a eu un Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, qui a vraiment pas eu le niveau de succès du premier Prince of Persia, mais c'était quand même un jeu d'influence importante. Donc le retour et le passage à la 3D pour Prince of Persia, ça a vraiment mis le studio Ubisoft Montréal sur la carte, comme on dit. Par la suite, les grands succès, ben là, ça devient un certain foisonnement là, à un moment donné. Red Barrels, le studio indépendant avec la série Outlast, vendu à des millions de copies, vraiment redéfinir l'horreur. Behavior Interactive, qui est un studio important, le premier et plus grand studio indépendant du Québec, encore en activité, avec Dead by Daylight dans le créneau de l'horreur. On fait pas mieux que ça, finalement. On est bien servi. Maintenant, dans l'espace rétro, on a Sabotage Studio à Québec qui ont gagné le prix du meilleur premier jeu pour leur jeu indépendant de Messenger, qui est une inspiration de Ninja Gaiden et Metroid. Puis, ils ont gagné le meilleur jeu indépendant de l'année au Game Awards pour Sea of Stars, qui reprend un peu les grands traits du succès de la Super NES Chrono Trigger. Il y a eu d'autres studios AAA qui ont fait de grands succès. Deus Ex Human Revolution. Electronic Arts a aussi développé à Montréal Army of Two, une série donc qui a eu quand même un assez bon succès. Plusieurs des jeux de Gameloft aussi se sont assez bien vendus dans l'espace des jeux mobiles. Évidemment, l'industrie québécoise s'est beaucoup appréciée avec le développement de Assassin's Creed, vraiment une série complète créée à Montréal à partir de ce qui devait au départ être un spin-off de Prince of Persia. Donc ça, c'est intéressant. Là. Il y a toute une histoire bien documentée sur les origines de Assassin's Creed. C'est devenu un peu la grande série québécoise et la grande série de Ubisoft Montréal, évidemment, au fil des années. Ubisoft Montréal a aussi produit Watch Dogs, jeu assez intéressant de hacking, Grand Theft Auto avec des hackers, on pourrait dire, pour aller vite et faire des raccourcis trop rapides, bien sûr. For Honor, un jeu multijoueur dans lequel on a les chevaliers, les samouraïs et les vikings qui s'affrontent. Rainbow Six, Tom Clancy's Rainbow Six, encore une fois Tom Clancy qui revient. On peut mentionner Tribute Games, développeur indépendant axé sur le rétro, TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Marvel Cosmic Invasion. Ce sont des propriétés intellectuelles vraiment importantes, ainsi que on peut penser aussi à Eidos à Montréal qui ont développé aussi Marvel's Guardians of the Galaxy, un jeu qui a eu énormément de succès, notamment pendant la pandémie de COVID-19, c'est Spiritfarer du studio Thunder Lotus. Du côté de Outer Minds, on a le jeu PewDiePie Legend of the Brofist. Indépendamment du qu'on pense de PewDiePie, ça avait été à l'époque un sacré coup de filet, si je puis dire ainsi. On a aussi des succès comme Ultimate Chicken Horse, un jeu qui a vraiment eu un énorme succès comme jeu de plateforme festif.
Once a Tale, vraiment une exploration artistique plus particulière avec des personnages qui ont été créés à la main et qui ont été ensuite numérisés à l'intérieur du jeu. Foundation, dans le genre de construire des villes ou des villages médiévaux sans trop se prendre la tête. On a aussi des jeux un petit peu plus esthétiques. Season, A Letter to the Future de Scavenger Studio, qui nous permet de finalement explorer un monde voué à l'apocalypse et la disparition et documenter tout ça. C'est quand même magnifique. Et il y a aussi des jeux comme Disney Dreamlight Valley, développé par Gameloft. Ça illustre un peu ce rapport particulier peut-être de la production de jeux vidéo. Est-ce que réaliser un jeu de Disney, un jeu de Guardians of the Galaxy à Montréal, est-ce que ça en fait des jeux québécois? Qu'est-ce que c'est exactement un jeu québécois dans le fond? Il y a eu un certain nombre de jeux qui ont exploré des thèmes, des contes et des légendes traditionnelles du Québec. On pense notamment à Sang-Froid, Tales of Werewolves, ou Sang-Froid, un conte de loup-garou en français, développé par Artifice Studio, qui vraiment se passait au Bas-Canada et qui permettait d'incarner des bûcherons qui se battent contre des loups-garous, avec le diable qui débarque dans un petit village. Puis, tu sais, vraiment, là, les contes d'Honoré Beaugrand et toutes sortes d'autres légendes québécoises qui étaient mises en scène. C'est pas nécessairement des jeux qui ont été des méga succès planétaires, mais à tout le moins, on peut dire, OK, ça semble clairement être un jeu québécois de par les contenus et les thèmes. Même chose pour La Vallée qui murmure d'Olivier Leclerc, qui se passe dans un village québécois dans lequel il y a des affaires pas catholiques puis le curé qui cache des choses. Kona, qui se passe dans le nord du Québec, dans lequel on débarque dans un village où le riche anglophone a pris en charge toutes les activités économiques et le magasin général, mais tout ça s'est construit sur une terre autochtone et on va être exposé à ces tensions-là. Pour revenir sur le cas de Hell is Us dont j'ai parlé au dernier épisode, il y avait eu tout un battage médiatique lors de la sortie du jeu en septembre 2025. On disait « Ah, avec des comédiens d'ici, des voix d'ici qui participent au jeu. » Et pourtant, quand on joue au jeu puis qu'on entend le doublage qui a été fait, je sais pas ça a été quoi les conditions de doublage, mais on entend les personnages surarticuler leurs mots avec un accent de français international. Le vocabulaire utilisé est très européen, très franco-français. Donc on se dit « OK, mais je m'attendais peut-être à une production culturelle, je le vois pas tellement. » Donc, c'est complexe. D'un autre côté, il y a aussi un jeu comme This Bed We Made. On incarne une femme de chambre à Montréal dans les années 50 et de par le scénario, de par les problématiques qui sont rencontrées, la répression contre les homosexuels et tout, ben, on a une certaine thématisation puis une sensibilité à des thématiques qui font qu'on se reconnaît un petit peu là-dedans finalement. La position de Montréal comme métropole peut-être de la culture gay en Amérique du Nord est aussi là. Alors la question n'est pas simple, mais il faut l'envisager de façon plurielle et vraiment rester ouvert dans nos horizons. Parce que c'est pas vrai non plus que le cinéma québécois doit être vraiment des mises en scène des contes et légendes traditionnelles, comme la musique québécoise n'est pas réductible seulement à la musique traditionnelle ou néo-trad avec des rigodons. Donc, il y a un peu cette même problématique-là de définir une identité ou un caractère peut-être national dans nos productions. C'est pas simple du tout. Je pense aussi à cette affirmation-là de Patrice Desilets dans mon souvenir qui mentionnait « Je pense pas qu'un jeu comme Assassin's Creed aurait pu être développé ailleurs que dans un environnement comme Montréal. » Alors, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans, hein, cette idée que il y a peut-être pas nécessairement des déterminants sociaux qui font que parce qu'on fait un jeu ici, voici ce qui va se retrouver dedans. Il y a peut-être des environnements, par exemple multiculturels, par exemple informés par une conscience du monde. Le Québec est au carrefour de l'Europe et des Amériques, donc il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Une chose est sûre, le Québec a, par ses développeurs passés, par ses studios de jeux actuels, par sa guilde du jeu vidéo, dans toutes les régions de la province, le Québec reste l'un des pôles internationaux les plus importants en création de jeux vidéo. C'est quelque chose dont on peut être fier, dont on peut s'enorgueillir, et j'espère que vous serez appelés à vous intéresser et à reconnaître peut-être un petit peu plus de jeux vidéo comme étant des jeux du Québec, des jeux d'ici. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là à la Grande Ludothèque. On va se laisser sur une chanson très très douce mais tellement belle qui est composée par Cœur de Pirate, qui a réalisé la trame sonore de Child of Light, un jeu développé par Ubisoft Montréal dans la veine des jeux vidéo indépendants dans les années 2010. On va donc écouter le thème d'Aurora, l'héroïne de notre jeu Child of Light. Donc, on se laisse là-dessus et on va se rejoindre de l'autre côté pour le palmarès CISM. Restez à l'antenne.